Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais tout recommencer depuis le début, vous inquiétez pas. Je disais donc que je vais commencer par faire un très bref historique du mot psychose, et ensuite on enchaînera sur l'explication et l'historique des mythes, et bien sûr le plus intéressant étant les trajectoires. Le mot psychose, il est apparu au XIXe siècle. Il est apparu pour la première fois dans des écrits psychiatriques allemands, et notamment le docteur Fox-Stenleben, qui est un médecin viennois de 1845, qui est issu du courant philosophique du romantisme. En fait, le vocable de psychose, il servait à désigner les formes les plus graves de troubles mentaux, c'est-à-dire celles où le rapport au réel semblait se rompre à travers le délire, les hallucinations et la désorganisation de la pensée. Et ce terme va être une alternative au mot de démence, de folie, de manie, de vésanie, vésanie qui vient de Vésanus, qui signifie insensé, qui signifie un dérèglement de l'esprit, un égarement de l'esprit. Et le fait que ce terme de psychose émerge durant l'ère du romantisme est très significatif. Pourquoi? Parce que dans le courant du romantisme, à l'époque du romantisme, entre 1700 et 1850, c'est un mouvement qui est très riche en art, en culture, on valorisait beaucoup l'individu, on valorisait aussi beaucoup l'irrationalité, l'inconscient, la sexualité, les valeurs individuelles. Et cette période, elle mettait l'accent justement sur l'expression personnelle et la découverte de soi. Si bien que les artistes, les philosophes, les poètes s'intéressaient beaucoup aux aspects complexes de l'esprit, y compris les troubles mentaux, comme les psychoses. Et ces troubles avaient leurs expériences intenses, souvent d'ailleurs indescriptibles, et étaient en phase avec l'exploration romantique de l'âme humaine. Mais la façon dont la psychose a été définie a fini par montrer ses limites. C'est-à-dire, c'est des limites qui étaient beaucoup trop, c'était défini de façon trop rigide, trop théorique et trop peu fiable. Et peu à peu, la question n'a plus été de savoir si un patient, euh, parce qu'on comparait beaucoup avec la névrose, euh, si un patient relevait de la névrose ou de la psychose, mais d'identifier quel phénomène psychotique était présent, dans quel trouble, avec quelle intensité, avec quel moment de l'évolution et avec quels effets sur la vie du sujet. Et c'est ainsi que la psychose est devenue moins une catégorie close qu'une dimension clinique, c'est devenu un élément transdiagnostique, c'est-à-dire que, oh, excusez-moi, mettez vos micros sur mute s'il vous plaît. C'est devenu un élément transdiagnostique, c'est-à-dire qu'on le voyait, la psychose était traversée par un spectre de pathologies comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles schizoaffectifs, la dépression sévère, des troubles neurologiques aussi, et puis des états qui sont induits par les substances. Donc c'est transdiagnostique. Parler aujourd'hui de psychose et de schizophrénie, ce n'est pas seulement parler d'une catégorie psychiatrique, c'est pas seulement décrire des symptômes, ni même commenter un chapitre de psychopathologie. C'est intéressant, on va le faire un petit peu, mais c'est pas essentiel. C'est aussi entrer dans une région qui est particulièrement sensible de l'expérience humaine, c'est-à-dire là où se rencontre le cerveau, qui est notre mécanique interne, qui est l'organe de la mémoire, de la logique, de la décision, de l'analyse, de l'attention, etc. Donc là où se rencontrent le cerveau et le sens, c'est-à-dire que l'individu appose son sens. Donc c'est ce carrefour où se rencontrent le cerveau et le sens, c'est ce carrefour où se rencontrent la perception et la croyance, l'intimité du sujet et le monde commun, la vulnérabilité neuropsychique et le regard social. Alors vous savez, la psychose, elle fascine. Elle fascine autant qu'elle inquiète et autant qu'elle désoriente. Elle inquiète pourquoi? Eh bien parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus délicat dans l'existence, c'est-à-dire notre rapport, nous humains, au réel. Et elle trouble parce qu'elle semble atteindre non seulement ce qu'une personne éprouve, mais la manière dont elle habite le monde, elle interprète les signes, elle attribue des intentions, elle éprouve sa continuité intérieure et elle maintient la trame de son existence.
Et pourtant, ce qui entoure ces troubles, ça demeure souvent pris dans un double excès. Lequel? Alors d'un côté, on a la peur, la caricature, la réduction à l'étrangeté, et de l'autre, on a de la simplification qui efface la gravité réelle de ces pathologies, le poids singulier qu'elles font peser sur la vie de l'individu qui en est atteint. Donc cette étrangeté, cette fascination, cette inquiétude dont nous parlons va générer des mythes. D'où mythes et trajectoires dans le titre de cette conférence. Le mot mythe ici n'a pas de fonction décorative, ça n'est pas non plus une coquetterie sémantique. Ça désigne l'ensemble des représentations qui sont erronées et qui continuent d'envelopper ces troubles. Alors, quelle représentation erronée avons-nous ici? Eh bien, le mythe de la dangerosité, qui est presque constitutif de la psychose. Souvent, quand vous parlez psychose, vous imaginez une scène de film, par exemple, avec un individu muni d'un poignard prêt à embrocher la première personne qui passe ou qui a déjà embroché, et un couteau qui coule le sang. Donc, on voit qu'il y a une dangerosité qui est presque constitutive de cette pathologie. Le mythe d'une folie qui est uniforme, celui d'une rupture absolue entre le malade et l'humain ordinaire. Le mythe, enfin, d'un destin qui est nécessairement figé, qui est clos sur lui-même et sans déplacement possible, sans trajectoire possible. Or, la clinique, elle nous oblige justement à quitter ce confort. Le confort défigure toute faite et la mécanique rassurante des symptômes à cocher pour entrer dans une intelligence des trajectoires, des bifurcations et des devenirs. Car il s'agit d'une part de comprendre ce qu'est la psychose, et c'est ce que nous oblige à faire la clinique, et d'autre part de se figurer que la pathologie n'est pas la chute hors de la vie, mais une autre manière plus fragile, plus tangente, parfois plus compromettante, de composer avec cette pathologie-là et de vivre sa vie comme ça. Et puisque nous évoquons la trajectoire, ça tombe bien, puisqu'il est le second mot décisif de cette conférence, à savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser la psychose comme une entité monolithique qui tombe d'un seul coup sur un sujet qui est passif. Les approches contemporaines, elles doivent mettre l'accent sur les phases de cette psychose, les bifurcations possibles, les vulnérabilités, les facteurs de risque, les fenêtres d'intervention, les symptômes négatifs, la cognition, le parcours de rétablissement, ou plutôt les parcours de rétablissement et la nécessité des soins personnalisés et continus. Et on voit que tout ceci est pluriel. Cela prouve qu'on ne peut pas parler d'une seule trajectoire pour s'en sortir, mais de trajectoires plurielles, qui implique que la psychiatrie doit être guidée par la compassion, d'une part, parce que on est dans des humanités, mais d'autre part, ça doit être ancré dans la science sans oublier la prévention. Autrement dit, nous ne sommes plus seulement invités à poser un diagnostic, nous sommes appelés à décrypter une dynamique. Et donc, avant que l'épisode ne se manifeste, il peut y avoir des signes faibles, des signes faibles qui passent souvent sous silence, des déplacements discrets. Il peut y avoir une altération progressive du lien au monde, une fragilisation du fonctionnement et une montée de la perplexité, de l'isolement, donc un retrait social, de la méfiance et une difficulté à organiser sa vie et ses pensées, ou ses pensées et sa vie. Mais parfois, vous avez des moments de bascule beaucoup plus nets, beaucoup plus frappants. Mais même alors, tout n'est pas joué d'avance. Il existe des trajectoires diverses, comme on l'a dit, des formes de stabilisation et des réponses aux soins qui sont très différentes selon les sujets. Il y a différentes façons de vivre les symptômes qui dépendent de la personnalité, mais qui dépendent également de l'environnement dans lequel l'individu évolue. Il y a différentes façons de vivre des rémissions, des rechutes, des fragilités persistantes, mais aussi des reconstructions et des résiliences. Et ça nous conduit donc à une seconde exigence, qu'il faut sortir de cette vision spectaculaire de la psychose, qui est très souvent
Trop souvent d'ailleurs, l'imaginaire collectif, il se fixe sur l'apparence, l'aspect apparent de la psychose, celle qui tapage, comme les hallucinations, comme les délires, parce qu'ils impressionnent beaucoup. Et je rappelle que les idées délirantes sont des croyances qui sont figées, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas face à des évidences qui les contredisent. Leur contenu, il peut comprendre des thèmes assez divers d'ailleurs. Une croyance est une idée à laquelle on adhère et qui se passe de démonstration. Ça, c'est important de l'avoir en tête, au point que nous la considérons comme vraie sans même nous en assurer. Et c'est ce qui se passe dans les délires, c'est-à-dire que l'individu, ou dans l'hallucination, l'individu construit son propre réel auquel il adhère sans jamais remettre en question. Et la question de la notion ou le concept de démonstration est totalement absent de son esprit. Il aborde, pour ainsi dire. Mais ce qui entrave le plus durablement la vie des patients tient souvent à d'autres dimensions. Alors, il y a l'apparence, l'aspect spectaculaire des psychoses, mais ça n'est pas ce qu'on retrouve le plus. Ce qu'on retrouve beaucoup dans la psychose, c'est la perte de l'élan, l'anédonie, c'est-à-dire l'incapacité à ressentir du plaisir et des émotions positives. Le retrait relationnel, le retrait social, la désorganisation quotidienne, les difficultés de mémoire de travail, donc des difficultés cognitives, des difficultés d'attention, de flexibilité mentale, de cognition sociale, autrement dit, ce qui affecte la possibilité d'étudier, de travailler, d'aimer, de se projeter et de tenir tout simplement une existence. Mais il serait insuffisant de n'aborder ce sujet qu'à partir de neurosciences aussi. Et on va en parler, mais ça n'est pas suffisant. Ou encore, on ne pourrait pas se contenter de parler que de nosographie. La psychose, c'est aussi une question sociale. Aucun trouble ne se déploie dans le vide. Il rencontre toujours un milieu familial, il rencontre toujours des normes culturelles, des inégalités, des institutions, des façons d'être regardé, d'être nommé, parfois même rejeté. Et tout ceci se conjugue. C'est pas une chose à la place d'une autre. Donc le trouble, au-delà de cette question sociale, il rencontre aussi le stigma. Le stigma qui n'est pas un simple supplément moral du trouble, c'est aussi souvent une seconde blessure. Être psychotique ou schizophrène, dans beaucoup de contextes, ce n'est pas seulement souffrir d'un désordre de l'expérience, c'est aussi risquer d'être réduit à ce désordre. C'est aussi risquer d'être confondu à lui et assigné à une identité totalement appauvrie. Et c'est ici, sur ce point précisément, qui est loin d'être un luxe, que la philosophie devient nécessaire. Car au fond, la psychose, elle nous oblige à reposer des questions majeures. Première question, qu'est-ce qu'un sujet quand sa relation au réel vacille? Comment le définit-on? Qu'est-ce qu'habiter le monde lorsque l'évidence commune se fissure? Qu'est-ce qu'une identité lorsqu'elle n'est plus portée par la même continuité perceptive, narrative ou relationnelle? Et plus encore, comment penser le devenir humain lorsqu'un trouble grave semble menacer la possibilité même d'un avenir? Donc la psychiatrie ici, elle rencontre alors non seulement la médecine du cerveau, mais aussi une anthropologie, c'est-à-dire une étude de l'être sous différentes disciplines, une anthropologie fondamentale, celle de la fragilité humaine qui est présente, et on ne peut pas faire l'économie de ce regard-là, celle de la rupture, de la dépendance, mais aussi celle de la reprise et de la reconstruction du possible. Donc ce que je vous propose, ce n'est pas de vous livrer une vision univoque, mais de parcourir plusieurs plans. Ils sont bien souvent compartimentés malheureusement. Quand je dis compartimentés, ça veut dire que ceux qui sont en charge de ces plans ne communiquent jamais suffisamment ou ne communiquent pas du tout même lorsqu'ils se trouvent face à un sujet qui doit être traité, un patient qui doit être traité. Alors les plans sont les suivants. D'abord celui des neurosciences pour comprendre certains mécanismes de vulnérabilité du cerveau et du système nerveux, des perceptions, des cognitions, de la science, j'expliquerai un peu plus tard. Celui de la psychopathologie, parce qu'il faut restituer une texture clinique à ce trouble-là. Le plan sociétal, il faut penser le poids du regard collectif de façon générale et en particulier sur celui qui porte la pathologie.
Et le plan du stigma, parce que la maladie n'est jamais indépendante des significations qui l'enveloppent et des significations sociales qui l'enveloppent. Et enfin, le dernier point, le dernier plan, c'est le plan philosophique, parce qu'au bout du compte, la question posée est celle-ci: que devient un être humain lorsque sa relation au réel, à lui-même et aux autres, est profondément réformée, voire plutôt ébranlée et même fissurée? Alors, pour entrer dans ce sujet, je vous propose de commencer par ce qui obscurcit le plus souvent, non pas la psychose elle-même, mais les récits collectifs, les images sociales, les simplifications qui la déforment. Autrement dit, commençons par les mythes. Pour commencer par les mythes, nous allons déjà commencer par désencombrer l'espace mental, dans lequel la psychose et la schizophrénie résonnent. La psychose, elle n'arrive jamais dans une conscience vierge. Elle arrive parce elle est précédée par des récits, par des images, des fictions sociales. Et dans l'imaginaire collectif, elle est souvent confondue, comme je vous le disais, à de la violence, à de l'imprévisibilité absolue, à de l'étrangeté, à de la bizarrerie, et parfois même à une sorte d'exil hors de l'humanité commune. Il y a comme une mise en quarantaine de l'individu psychotique. Or, cette représentation, elle produit de la peur, là où il faudrait produire de l'intelligibilité, de la compréhension. Elle fabrique de la distance, là où il faudrait fabriquer de l'alliance thérapeutique. À ce propos, l'OMS, elle rappelle d'ailleurs que la schizophrénie est associée à une très forte stigmatisation, à de la discrimination et à des violations de droits, ce qui montre bien que la pathologie est toujours redoublée d'un destin social. Autrement dit, la personne ne souffre pas uniquement de cette pathologie ou de ces pathologies elles-mêmes, elle peut aussi souffrir de tout ce que la société ajoute au trouble. Donc il y a du trouble au trouble. La peur des autres, les préjugés, l'exclusion, la méfiance, les discriminations dans le logement, dans le travail, l'isolement, la perte de statut et parfois même la perte de droits. Donc on va défaire plusieurs mythes. Le premier mythe est le suivant: ne pas confondre psychose avec schizophrénie. Bien que la schizophrénie fasse partie de la famille des psychoses. La psychose n'est pas en soi un diagnostic unique. Elle désigne, comme je vous l'ai dit, une mode d'altération au réel. La perception de la réalité, elle dépend d'un équilibre. Alors, pour dire cela, je convoque les neurosciences, mais je vais m'expliquer. La réalité, elle dépend d'un équilibre. Entre quoi? Entre prédiction. Le cerveau prédit les choses. D'accord? On expliquera en détail tout à l'heure. En fonction d'un équilibre avec la prédiction, les signaux sensoriels, la distinction entre soi, entre moi et l'autre, et l'extérieur, et l'assignation de pertinence aux événements. Le cerveau trie entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. D'accord? Ce qui est un élément important, donc la distinction entre soi et l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait dire, il y a un élément dans le cerveau qui me fait dire que celui qui parle en ce moment, c'est bien moi et non pas la voix de quelqu'un d'autre. Or, la psychose, c'est un mode d'altération par rapport au réel, et ce qui signifie que des hallucinations, des délires, une désorganisation de la pensée, des expériences d'influence, comme dans la paranoïa par exemple, des troubles majeurs de l'interprétation et parfois même une rupture de l'évidence commune. Ce qui implique que neurobiologiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il filtre beaucoup moins bien. Il va surinterpréter des signaux. Il va donner trop de poids à certains signaux. Il va les exagérer face à des signaux que le commun des mortels jugera comme insignifiants. Il va corriger moins efficacement ses propres erreurs, car la correction d'erreurs fait partie des mécanismes qui sont en activité dans le cerveau. Or, ces mécanismes, tous ces mécanismes-là, ils fonctionnent moins bien. Et c'est ainsi qu'un détail neutre peut devenir chargé de menaces, qu'une impression peut prendre la force d'une certitude ou qu'une expérience interne peut être vécue comme venant du dehors. Un élément important en neurobiologie, en neurosciences, c'est l'assaillance. Qu'est-ce que c'est que l'assaillance? C'est le mécanisme par lequel le cerveau décide qu'un stimulus est important
nouveau, significatif ou menaçant. Bon, dans la psychose, ce système, il peut attribuer trop d'importance à des éléments banals. Par exemple, un bruit que le psychotique va interpréter ou le schizophrène va interpréter comme un signe. Tiens, c'est un signe que j'entends ce bruit-là. C'est un signe que j'ai entendu cette parole. D'accord? Il va établir aussi, il va estimer qu'une coïncidence, un autre signe pourrait être une coïncidence ou une phrase entendue de loin, ce qu'on appelle l'aberrance alliante. Donc, la science, elle est déréglée. Il ne sait plus distinguer ce qui est important de ce qui n'est pas important, ou il va surcharger les signaux. Mais il n'y a pas que la salience qui a un problème. Il y a aussi le contrôle cognitif qui se dérègle. C'est-à-dire, le cerveau dispose de fonctions de supervision qui permet, de supervision qui permettent de freiner une interprétation trop rapide, de vérifier une hypothèse, de maintenir une attention, de comparer plusieurs explications possibles et même de se corriger, de s'auto-corriger. Quand ce contrôle cognitif il s'affaiblit, il devient beaucoup plus difficile de se dire ce que je ressens est peut-être trompeur. Il existe peut-être une autre explication. Ou alors de poser une hypothèse. C'est de l'ordre de l'impossible. C'est-à-dire remettre en question sa certitude, ça n'est pas possible quand le contrôle cognitif est déréglé. La schizophrénie, c'est une forme plus complexe. Elle est plus large, plus structurée, qui ne se résume jamais, en tout cas, jamais seulement à de la hallucination ou à des convictions délirantes. Elle engage aussi toute une série de symptômes qu'on appelle des symptômes négatifs, c'est-à-dire des troubles cognitifs, des modifications du rapport à soi et aux autres, des modifications du temps, de la perception du temps, de l'initiative. Il y a un élan qui diminue considérablement, donc il y a moins de motivation, il y a un problème de langage qui s'installe et des problèmes dans la vie quotidienne. Donc, premier mythe, il fallait comprendre donc cette différence entre ne pas confondre psychose et schizophrénie. Et on comprend que aussi qu'il se passe quelque chose dans le cerveau qui est complètement déréglé, faisant que ça laisse libre cours au délire, aux hallucinations, mais également à la présence de signaux, de symptômes négatifs. Deuxième mythe qui est important et qui consiste à croire que la psychose ne se réduit euh, qu'à ce qui frappe l'œil du clinicien ou l'oreille du clinicien. Ce sont les voix que la personne entend, les délires, les comportements bizarres. En réalité, la souffrance psychotique est souvent aussi une souffrance plus discrète, moins spectaculaire, plus silencieuse. Par exemple, quand la personne se met en retrait social, ou alors elle s'inhibe, ou alors elle a un épuisement de son élan vital. Elle perd l'initiative. Elle a des difficultés à penser clairement, à mettre de l'ordre dans ses idées, à soutenir un effort, une persévérance, à organiser une journée, à comprendre les nuances sociales, à maintenir une continuité dans l'existence. Toutes ces choses-là qui vous paraissent aller de soi lorsqu'on est bien portant deviennent problématiques pour l'individu qui est dans la psychose. Et donc la plupart des personnes, elles retiennent surtout les moments où un patient délire, où il entend des voix, ou bien il parle de manière étrange, voire même qu'il change sa voix. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Psychose d'Hitchcock. C'est ce qu'on voit avec le fils qui tient une auberge et qui prend la voix de sa mère lorsqu'il assassine les personnes qui viennent dans son hôtel, qui viennent chercher un hébergement dans son hôtel. Ça, c'est tout à fait réel. Donc la plupart des personnes, elles retiennent cela. Elles retiennent ces voix étranges, ce parler étrange, peut-être parfois même un vocabulaire qui se déplace complètement. Mais dans la pratique clinique, on rencontre aussi des patients qui sont en dehors de ces épisodes tapageurs ou tape à l'œil, qui vont passer leur journée presque immobile sans parvenir à initier la moindre tâche, à organiser une séquence simple, à maintenir leur attention ou à soutenir une relation. Et souvent, l'entourage va dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ton lit à compter les mouches?
Allez, lève-toi, bouge. C'est parce que tu es fainéant, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. En réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Les symptômes négatifs s'apparentent quelque peu, je vais expliquer tout de suite la différence, à un état dépressif. Il ne s'agit pas d'une question de volonté, ou plutôt de manque de volonté. Alors, juste un exemple encore, un jeune adulte, il peut présenter des hallucinations aiguës, mais rester incapable de se lever régulièrement, de se préparer un repas, de se casser un œuf sur le plat et de se le préparer, il ne sera pas capable, de répondre à un message sur son téléphone, il ne sera peut-être pas capable, de suivre une formation, n'en parlons même pas, peut-être même suivre le fil d'une conversation. Ce qui apparaît alors, ce qui apparaît alors, ce n'est plus l'excès spectaculaire du symptôme positif, mais l'effondrement beaucoup plus silencieux. Alors, comme je vous le disais, on peut comparer les symptômes négatifs à la dépression. Et en effet, c'est une question qui se pose. Les symptômes négatifs ressemblent juste en apparence à la dépression, mais ils se distinguent par l'absence relative de tristesse vécue, de culpabilité et de désespoir. Et donc, ils relèvent beaucoup plus d'un appauvrissement durable de l'élan, un appauvrissement de l'expression et de l'initiative que d'une douleur chimique au premier plan. Donc, en résumé, la dépression, on va dire, je souffre, je me sens inutile, coupable et sans avenir. Les symptômes négatifs de la schizophrénie vont vous dire, l'élan s'est complètement retiré, comme si la personne s'était vidée de son élan vital. Troisième mythe, et c'est peut-être le plus lourd, c'est celui du destin. Du destin, mais qui a la particularité d'être clos. La psychose, pense-t-on encore, signifierait une irréversibilité absolue. La schizophrénie annoncerait l'annulation du devenir, donc d'une errance de soi programmée, autant dire qu'on est enfermé dans une fatalité et qu'aucun avenir n'est possible. Or, rien n'est plus réducteur. Il existe des trajectoires, donc, pardon pour le pléonasme, c'est pluriel, qui sont très diverses. Il existe des formes sévères, bien entendu. Il existe des rechutes, des vulnérabilités durables. Oui, bien sûr, c'est acté. Mais il existe aussi des stabilisations, des rémissions, des reconstructions partielles, des vies qui sont réorganisées, des parcours dans lesquels le trouble ne disparaît pas forcément tout à fait, mais il cesse d'occuper tout l'espace psychique de l'individu. Donc le drame de la psychose ne réside pas seulement dans la maladie elle-même, il réside aussi dans la manière dont nous pensons trop tôt une fermeture définitive. Alors je comprends, ou tout le monde peut comprendre que dans une famille, il y a en son sein quelqu'un qui souffre de psychose, on peut y voir une forme de condamnation parce qu'on vit des difficultés qui sont indescriptibles, qui sont extrêmement pénibles à vivre. C'est-à-dire que ça peut chambouler, et ça chamboule même, on l'a vu de nombreuses fois, le quotidien des personnes, des familles. C'est vrai. Et en même temps, tout n'est pas perdu. On n'est pas enfermé dans un destin qui conduirait vers le couloir de la mort. Pas du tout. Alors, question, pourquoi autant de mythes autour des psychoses et pourquoi surtout sont-ils si puissants? Je vais vous formuler une réponse en deux temps. Premier temps, c'est l'être humain tend souvent à préférer les fictions stabilisatrices aux vérités déstabilisantes. Alors, je convoque Spinoza d'abord pour le point philosophique et je viendrai au point scientifique pour la démonstration ensuite. Spinoza nous dit la chose suivante. Il nous dit que l'être humain n'accède pas d'emblée à une connaissance pleinement claire et adéquate du réel. J'explique. Il commence bien plus souvent par des connaissances qui relèvent de l'imagination, par des affects, par des ressentis, par des impressions partielles, par des idées qui sont confuses, et non pas par une analyse. Il ne parvient pas à la connaissance par une analyse des causes de l'objet. Autrement dit, notre esprit ne se saisit pas immédiatement des choses
telles qu'elles sont, dans leur cause profonde, il les reçoit d'abord à travers ce qui nous touche, nous impressionne, nous inquiète ou nous rassure. Et c'est pourquoi nous sommes souvent plus enclins à adhérer à des représentations qui stabilisent notre vie et notre vie intérieure qu'à des vérités qui viennent les troubler. Et ici, le conatus, il prend tout son sens. Le conatus, pour Spinoza, c'est la persévérance, c'est la préservation de l'individu dans son être. Je m'explique. Ce qui signifie que ce que nous cherchons, nous, humains, spontanément, c'est ce qui maintient notre cohésion, notre équilibre, notre puissance d'agir, notre stabilité. Et ça va primer sur la réalité et la vérité. Et d'ailleurs, les superstitions et les miracles fonctionnent justement parce qu'ils parlent à notre imaginaire. Ça mobilise les peurs et l'espoir et ça oriente les conduites beaucoup plus facilement que l'exposition à des causes naturelles. Il est beaucoup plus facile d'adhérer à de la pensée magique ou à de croire à quelque chose en se passant de démonstration qu'à aller chercher une démonstration. Pourquoi? Parce que ça génère de l'angoisse. Or, quand on adhère à une forme de pensée magique ou à des raccourcis, ça permet de circonscrire l'angoisse ou de lui donner plutôt une forme par la réponse qu'on donne, par un raccourci de réponse, et ça apaise. Ça crée un équilibre en soi, même si on adhère à quelque chose de faux. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'aller culpabiliser l'humain. Il s'agit simplement de dire que le mythe n'est pas seulement une erreur, c'est une technologie psychique et sociale de stabilisation. Ça donne une forme à l'angoisse. Ça évite de se disperser dans le sens, parce que ça crée de l'angoisse. Ça protège le sujet contre l'indétermination brute. Et donc le mythe n'est pas seulement puissant autour de la psychose, mais il est plus largement euh, euh, partie intégrante de la condition humaine. Deuxième point de la démonstration. Je vais dans la science ici. La littérature scientifique, elle nous montre que l'être humain n'est pas spontanément orienté vers la seule vérité, mais il est orienté vers un compromis entre exactitude, cohérence interne et stabilité affective. C'est curieux, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer un réel. Et ça souligne aussi que la perception, l'inférence et la mémoire peuvent être influencées, tenez-vous bien, par ce que nous désirons croire ou préserver. Et un autre détail important aussi, c'est que ça concerne notre rapport face à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a des données comportementales aujourd'hui qui montrent de façon répétée une aversion de l'humain à l'ambiguïté. L'être humain n'aime pas ce qui est ambigu, il n'aime pas ce qui est flou. Et dès lors, on comprend mieux pourquoi l'être humain tend souvent à préférer les récits qui rassurent aux vérités qui déstabilisent. Ça, c'est pour les mythes qui concernent la condition humaine de façon générale. Donc, deuxième temps de la réponse. Pourquoi les mythes autour de la psychose sont-ils si puissants? Alors, parce que la psychose, justement, elle ne vient pas seulement troubler la médecine, elle vient troubler notre métaphysique ordinaire. Métaphysique signifiant au-delà de la nature. Physique signifie nature, au-delà de la nature. C'est-à-dire que nous vivons la plupart du temps dans l'illusion rassurante que percevoir, croire, interpréter et partager le monde, ça va de soi. Forcément, parce qu'on ne se rend pas compte des opérations que le cortex fournit. Donc on a l'impression que, voilà, qu'on établit une réalité de façon tout à fait naturelle. La psychose, justement, elle vient nous rappeler à l'ordre, elle nous révèle que cette évidence, c'est un équilibre et non pas un absolu. Et elle montre que le rapport au réel, ce n'est pas un acquis qui est immuable. La preuve, la psychose, c'est une construction qui est subtile, où interviennent perception, mais aussi l'histoire personnelle du sujet, son histoire, sa culture, les émotions, l'environnement, la cognition, la mémoire, les systèmes de science, le tissu des interactions humaines, tout ceci se conjugue. Et en ce sens, la psychose n'est pas seulement un objet de psychiatrie, elle est aussi une épreuve pour notre conception à nous d'être humains.
Alors, quels sont les indices neurobiologiques qui nous permettent de prétendre que des opérations comme le fait de croire, d'interpréter, de partager le monde sont une construction et un équilibre? Alors, on a 6 indices, 6 faisceaux qui nous permettent de dire cela. Je ne vais pas vous les citer les 6, je vais vous en citer 2 et je vous résumerai les 4 autres. Le premier argument, le premier indice, c'est le plus fondamental. C'est que là, le cerveau, ça n'est pas un magnétophone. Ça n'est pas un organe qui enregistre en permanence comme vous auriez la fonction enregistrée sur votre smartphone. Quand je parle d'enregistrer comme la fonction enregistrée d'un smartphone, c'est-à-dire un enregistrement passif. Le cerveau n'enregistre pas passivement le réel. Il construit par inférence, c'est-à-dire il enregistre en effet, mais il analyse. Il compare avec les attentes en interne, il compare avec les signaux sensoriels qu'il reçoit et qui lui arrivent du monde extérieur. Et c'est comme ça qu'il enregistre. Autrement dit, vous êtes en train de m'écouter, vous essayez d'analyser, en même temps que vous percevez les bruits de votre environnement. Et donc, votre cerveau enregistre tout cela, et c'est comme ça qu'il va encoder votre mémoire. Ça, c'est la fonction d'enregistrement du cerveau. Deuxième élément fondamental, c'est la frontière entre soi et le monde. Dans un cerveau sain, les mécanismes de copie-déférence, qu'on appelle en anglais corollary discharge, ça permet justement d'anticiper les conséquences sensorielles de nos actions, de nos propres actions, y compris dans une certaine mesure de notre parole intérieure. Alors j'explique. C'est ce qui fait que notre propre voix intérieure n'est pas vécue comme une voix étrangère. C'est ce qui fait que quand je parle, j'ai vraiment l'intime conviction que c'est moi qui parle et non pas que quelqu'un s'adresse à vous par une voix extérieure. Donc, le cerveau sait en quelque sorte à l'avance ce qu'il va voir si les yeux bougent. Il sait ce qu'il va entendre si nous parlons. Il sait ce qu'il va sentir si quelque chose se déplace. Et cette anticipation, parce que c'est une anticipation, lui permet de moduler les sensations qu'il produit lui-même et d'éviter ainsi de les attribuer au monde extérieur. Et à partir de là, évidemment, il crée une adaptation. Bien. Alors, les 4 autres faisceaux d'indices, ce sont les suivants, je vous les résume, c'est que nous vivons dans un monde où tout qui nous paraît immédiatement réel, nous vivons dans un monde qui nous paraît immédiatement réel, c'est-à-dire on ne conscientise pas, ça va très vite. Tout nous paraît cohérent, partagé, parce que le cerveau, il réussit la plupart du temps à maintenir un équilibre entre ses prédictions internes, ses signaux sensoriels, l'attribution de science, c'est-à-dire la distinction entre ce qui est important, pas important, dangereux, pas dangereux, la distinction entre soi et l'extérieur, la lecture sociale et celle d'autrui. Or, la psychose, elle vient justement rendre visible cette vulnérabilité, la vulnérabilité de cet équilibre-là lorsqu'une partie d'un de ces systèmes se dérègle. C'est ça ce qui se passe dans la psychose. Alors revenons à la clinique. On va passer la psychose et la schizophrénie au microscope. La psychose, donc, je pense que vous l'avez retenu, c'est une altération significative de la manière dont le réel est perçu, interprété et investi. Bon. La schizophrénie, elle se caractérise par des perturbations majeures du rapport à la réalité, mais aussi, donc, d'abord des délires persistants, des hallucinations, des expériences d'influence, la désorganisation de la pensée, et aussi des symptômes négatifs comme l'appauvrissement du discours, le retrait social, la perte de plaisir ou d'émotions positives, la restriction de l'expression émotionnelle, bref. Donc, on a une série de symptômes négatifs dans la schizophrénie. Autrement dit, la psychose n'est pas seulement voir ou entendre ce qui n'existe pas, elle modifie profondément la façon de percevoir le réel, de l'interpréter, de le sentir intérieurement et de se sentir en lien avec lui. Alors, brièvement, je vous rappelle, je vous énonce l'histoire d'une personne que je vais nommer Jean. Il dit la chose suivante: mes premiers symptômes sont apparus au travail.
où j'ai éprouvé une crise de panique, probablement due à des erreurs que j'avais commises. Bon. Et cet incident, nous dit-il, a marqué le début de mon anxiété croissante qui s'est progressivement intensifiée jusqu'à me pousser à éviter d'aller au travail. Peu après, j'ai commencé à entendre des voix, pas n'importe lesquelles, mais des voix menaçantes qui me disaient de ne pas aller au travail. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, mais avec le temps, ces voix sont devenues tellement insistantes et envahissantes que j'ai commencé à paniquer davantage. J'entendais des gens se moquer de moi, c'est une hallucination. Je croyais à l'époque qu'il s'agissait d'extraterrestres. Parfois, je me réfugiais longtemps dans les toilettes de mon lieu de travail, complètement paniqué. J'avais l'impression d'être sous l'influence des extraterrestres depuis le début. Alors, un jour, nous dit-il, je me sentais mal au travail, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital, mais les voix m'ont menacé et m'ont ordonné de ne plus jamais retourner au travail ni d'entrer dans l'hôpital. Et j'ai fini par rester dans ma voiture et y passer la nuit, en obéissant à des voix. Et c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs pour les personnes qui ont des échos de la pensée. Elles obéissent à ces voix, elles pensent que ça va se réaliser. Et c'était une période, nous dit-il, terrible où je me sentais complètement perdu. Donc voilà un exemple de symptômes qui sont apparus, de symptômes schizophréniques qui sont apparus chez Jean et qui nous montrent comment les choses ont vacillé. Donc ça a apparu progressivement. Quant à la schizophrénie, elle ne se résume pas à ce qui se voit donc le plus, ça je l'ai dit, et on sait aujourd'hui qu'elle touche aussi bien l'attention, la mémoire, donc tout le système cognitif. Autrement dit, le trouble n'atteint pas seulement la perception du réel, il fragilise la capacité à penser. Il fragilise la capacité à se projeter, à entrer en lien et à vivre de façon stable dans le monde ordinaire. Alors je rappelle, euh, pour être un peu plus explicite, que la désorganisation de la pensée, c'est par exemple, si on demande à une personne qui a la pensée désorganisée ce qu'elle a mangé pour le petit déjeuner, elle va vous répondre, elle va commencer par vous parler de l'importance d'un petit déjeuner, puis elle va vous délivrer peut-être des préférences alimentaires sans jamais répondre directement à la question. C'est ça la désorganisation de la pensée. Donc pour résumer, la psychose, c'est avant tout des symptômes qui sont marqués par la perte de contact avec la réalité, et là, avec des hallucinations et des délires, bien sûr, et la schizophrénie, c'est un trouble beaucoup plus large, avec des symptômes négatifs et des troubles cognitifs. Sur le plan des neurosciences, que nous dit-il? Lorsqu'on ouvre la mécanique du cerveau, nous ne sommes plus dans un modèle simpliste d'une seule lésion, c'est ce qu'on croyait à un moment donné. Qu'est-ce qu'on disait à propos de la schizophrénie quand on opérait des délires? On disait qu'une lésion s'était produite à l'intérieur dans le cerveau, dans une partie du cerveau, et que du liquide encéphalique circulait, c'est provoqué. C'est un peu comme verser de l'eau ou un liquide sur un fil électrique qui est branché. Donc ça faisait des hallucinations. On y est revenu, on est allé à quelque chose de beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus précis que ça. Aujourd'hui, on décrit plutôt la schizophrénie comme un trouble qui implique une altération qui est structurelle, fonctionnelle, neurochimique, qui touche plusieurs régions et circuits en même temps. Et ça signifie qu'il faut penser la maladie en termes de réseau et d'interaction entre systèmes de perception, de science, de mémoire de travail, de contrôle cognitif et de motivation. Donc, la psychose n'est pas seulement un symptôme du cerveau, c'est une perturbation de la coordination entre plusieurs systèmes qui rendent normalement le monde intelligible et praticable. Et dans le cas de la psychose, il n'est plus du tout praticable. Donc, en effet, ça ne change rien à ce qu'on disait. Il peut y avoir une lésion, en effet, avec du liquide encéphalique qui pénètre, au lieu d'un tissage neuronal. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas qu'une seule zone qui est impactée. Ce sont plusieurs zones du cerveau avec des éléments neurochimiques qui interviennent. Alors, philosophiquement, on pourrait dire que la psychose, elle n'atteint pas seulement une pensée particulière, mais une forme de présence au monde. Le délire, par exemple, n'est pas simplement une croyance erronée, c'est une manière singulière d'habiter la signification et de redonner le doute et la certitude. Exemple, une personne ne se contente pas d'avoir une idée fausse ou une perception erronée à un moment donné, peu à peu, c'est toute sa manière d'être dans le monde qui va se modifier. Donc elle peut commencer par un délire, et puis après,
c'est son entièreté qui se modifie. Donc elle entre dans une pièce, par exemple, où il y a des personnes, elle ne l'aperçoit plus comme un lieu ordinaire. Tous les regards des personnes qui sont présentes, pour elle, sont chargés de signification ou d'intention. Les silences deviennent suspects, certains détails sont porteurs de messages cachés, le monde ne lui apparaît plus comme neutre, familier et partagé, il devient, comment dire, étrange, tendu, saturé de sens et parfois même, et c'est souvent d'ailleurs, menaçant. Et de même, l'hallucination n'est pas seulement une erreur de perception, c'est une expérience d'un vacillement de la frontière entre ce qui vient du dehors et ce qui émerge du dedans. Donc quelque chose se fissure ici. Comme je vous disais, il y a les mythes, mais il y a aussi la trajectoire. Et la trajectoire, elle est essentielle. Quand on parle de trajectoire, ça marque un déplacement de notre regard. Aujourd'hui, on ne pense plus la psychose comme une entité immobile, figée ou dans la rigidité d'un diagnostic, mais comme un processus qui est parfois lent, qui est parfois brutal et surtout qui s'inscrit dans la temporalité. On a celle des premiers signes, des vulnérabilités qui vont émerger, des interventions qui sont précoces, des parcours de soins, des infléchissements possibles et des devenirs à long terme. Et ce changement de perspective, il est vraiment considérable. Il nous arrache à une vision qui était statique. On avait une vision statique du trouble pour nous introduire dans une dimension ou dans un mouvement clinique de la bifurcation et de l'évolution. Et c'est ça qui est important. Parce que la psychose, c'est ce que j'avais appris dans mes études, la psychose n'éclate pas toujours comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais ça n'est pas que ça. Il existe souvent en amont des signes qui sont ténus, qui sont presque silencieux, parfois qu'on ne reconnaît pas du tout, qu'on va reconnaître a posteriori. Il peut y avoir un retrait progressif dont on ne va pas se rendre compte, une étrangeté relationnelle dont on ne va pas se rendre compte, une perte de la fluidité de la pensée. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Puis peut survenir parfois un petit épisode, parfois brutal, parfois qui est précédé d'une longue phase de fragilisation solitaire, presque solitaire. Et après lui, ben, rien n'est jamais absolument univoque. Il peut y avoir des rémissions, des rechutes, des stabilisations partielles, etc. Donc parler de trajectoire, c'est refuser à la fois le fatalisme sommaire et l'optimisme qui est inconsistant. C'est reconnaître que le trouble, il suit des voies qui sont diverses et que ces voies peuvent être infléchies. Et d'ailleurs, les neurosciences, elles rejoignent cette vision dynamique. Elles nous apprennent que le cerveau, il ne reçoit pas le monde comme une surface recevrait une empreinte. Il anticipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il modélise, il organise, il corrige ses attentes à partir de ce qu'il perçoit de son système sensoriel. Donc notre rapport au réel repose sur un ajustement qui est permanent entre ce qui est attendu et ce qui advient. Et pourquoi? Bah pour s'adapter tout simplement. Et c'est pourquoi les approches actuelles, elles ne visent pas seulement ou elles ne visent plus seulement à réduire les symptômes positifs ou négatifs, mais aussi à restaurer un fonctionnement, notamment par le travail cognitif et le travail psychosocial. Donc soigner ici, ce n'est pas seulement pour apaiser, oui c'est important, mais c'est pas seulement. C'est aussi rendre au sujet une part de ses moyens d'existence, donc restaurer progressivement la puissance d'agir. Et on ne comprend rien à la psychose si on l'arrache au monde dans lequel elle prend forme. Elle ne peut pas être pensée seulement comme un objet biologique, elle est, euh, elle doit aussi être comprise comme une expérience humaine qui se déploie au croisement des institutions, des cultures, des conflits et des normes. Et donc le stigma, il occupe ici une place centrale parce qu'il devient souvent une seconde blessure. Souffrir d'une psychose, ce n'est pas seulement être atteint par le trouble, c'est aussi risquer d'être réduit dans le regard d'autrui. Le schizophrène, le fou, l'imprévisible, c'est ça en fait.
C'est comme ça que ces personnes sont taxées. Donc, j'en viens à la notion de soin. Les modèles contemporains de soins ont profondément changé. Ils ne reposent plus sur l'alternative sommaire entre biologique et psychologique. Soigner la psychose, aujourd'hui, exige de tenir plusieurs dimensions, des traitements médicamenteux, bien sûr, la psychothérapie, la psychoéducation, le travail avec les familles, la réhabilitation sociale et plus largement tout ce qui permet à une existence de retrouver de la continuité. Et dans ma pratique, face à une altération à la réalité, je ne rencontre jamais d'abord un symptôme au sens abstrait. Je rencontre d'abord et avant tout un humain qui est en difficulté et dont la manière d'habiter le monde s'est fissurée ou fragilisée. Et donc l'intervention précoce ici, elle joue un rôle décisif quand évidemment on le peut. Il ne s'agit plus d'attendre que les troubles se fichent pour intervenir, mais d'agir au moment où quelque chose peut être encore infléchi et de façon aisée. Et c'est la façon dont je conçois l'idée du soin, c'est-à-dire celle qui refuse de réduire un sujet à son état actuel et qui continue de parier sur des marges de reprise, sur un déplacement et sur un devenir. Et selon moi, il s'agit d'accompagner le patient de sorte à lui permettre de récupérer sa puissance d'agir et qu'il puisse se créer un nouveau devenir. Le rôle des familles, il doit être aussi repensé, non comme un simple arrière-plan, ni comme un réservoir naïf de causes. C'est ce qu'on faisait avant, on pointait le doigt sur la famille pour l'accuser. Mais la famille, elle est importante, elle est un partenaire clinique possible. Et, et je dirais même indispensable quand la famille est présente. Donc, sans idéaliser toutes les familles, il faut reconnaître qu'aucun sujet ne se rétablit entièrement seul. L'alliance thérapeutique, le soutien des proches, le travail sur la communication, l'apaisement du stress, euh, l'apaisement relationnel, tout ceci rentre dans l'acte du soin. Il ne s'agit pas seulement de traiter un cerveau, mais de restaurer autour du sujet un espace de soutien qui soit habitable. Donc j'en viens à la fin de cet exposé pour vous livrer la réflexion suivante. La psychose et la schizophrénie sont une zone de rencontre entre vulnérabilité biologique, monde social, entre rupture du rapport au réel et possibilité de reconstruction, entre psychiatrie, psychologie, neurosciences et philosophie. Et les neurosciences nous montrent qu'il existe des mécanismes, des circuits, des systèmes de science, des prédictions de la motivation, mais la psychopathologie rappelle que ces troubles ne se réduisent pas uniquement à des mécanismes. Ils engagent une expérience vécue, une fracture qui est singulière du monde, une mise à l'épreuve du sujet qui va venir modifier sa mécanique cérébrale, et sa mécanique cérébrale va modifier son comportement. C'est un circuit dans les deux sens de la flèche, qui s'auto-alimente, et la société trop souvent ajoute une seconde blessure par le stigma, la réduction de la personne à son diagnostic. Tu es schizophrène, tu es psychotique. Donc on définit l'identité par rapport à la maladie et l'appauvrissement du regard qui est porté sur elle. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'une trajectoire. Elle nous oblige à quitter les mythes et une vision qui est figée du diagnostic pour penser en termes de parcours, de glissement progressif, de bifurcation et de fenêtres d'intervention et enfin de devenir possible. Donc, gardons en tête qu'aucune trajectoire n'est purement cérébrale. La psychose, elle rencontre toujours une famille, une culture des institutions et donc un monde social. Et là où l'évidence du monde va vaciller, la tâche du soin n'est ni de juger, ni d'enfermer, mais de soutenir et d'accompagner, de préserver au cœur même de la désorganisation une chance d'avenir. Et c'est peut-être là, cela finalement que la psychose vient nous enseigner. Elle nous enseigne que l'humain ne se définit pas par l'absence de failles, mais la manière dont une communauté, une clinique et une pensée savent répondre lorsque cette faille apparaît. Je vous remercie infiniment. Compte tenu du thème, il y a peut-être des personnes qui ont envie de soumettre des cas, mais qui ne veulent pas l'exposer en public. Elles peuvent donc m'écrire. J'ai mis dans le chat mes coordonnées.
Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre patience. La parole vous est donnée et je vous invite à intervenir. En fait, moi, j'aurais une question.